Bonsoir Esther. Bonsoir. Thibaut, enchanté. Enchantée. Vous étiez où là pendant quelques secondes? Oui, j'étais ailleurs, je crois. C'est une petite impro. J'adore, surtout en fin de journée, j'aime bien improviser et laisser un petit peu, me laisser jouer ce qui me passe par la tête. Vraiment n'importe quelle note. Ouais, ça fait du bien. C'est vrai que les musiciens disent souvent que l'instrument est le prolongement du corps. C'est vrai ou c'est un peu surfait? Je pense qu'au fur et à mesure des années, on passe tellement de temps avec l'instrument que ça C'est-à-dire que l'archer, c'est presque vos doigts. En fait, on n'y pense plus, on a plus c'est plus une contrainte. C'est ça. On a plus et surtout on n'a plus l'impression d'avoir un objet dans les mains. On a plus l'impression c'est tellement naturel. Ouais. J'ai plus l'impression de vraiment tenir quelque chose. Ouais. Est-ce que vous jouez en écoutant ou en ressentant? Là, c'était plus du ressenti. En fait, quand on est musicien classique, on a tendance à toujours, ou très souvent en tout cas, jouer avec une partition. Ouais. Et là, on est beaucoup plus dans l'écoute, je pense, même si on essaye d'avoir beaucoup de ressenti évidemment dans le concert, alors que ces moments justement d'impro, où il y a n'importe quelle note qui sort, ça peut être des fausses notes aussi, ouais. Mais c'est justement ça qui est assez beau, c'est d'avoir ce lâcher prise. Est-ce que vous pourriez jouer les oreilles bouchées, sans vous entendre, juste en ressentant ce qui se passe? C'est une bonne question. Je pense que oui. Parce que j'imagine un pianiste, je vois que les touches sont plus accessibles. Là, il y a quand même une... Non, mais je regarde pas mes doigts. De toute façon, déjà, je regarde pas mes doigts, donc c'est vrai que l'oreille... Mais imagine, vous pouvez même pas vous entendre. Faudrait vraiment ressentir les vibrations, en fait. Mais ce serait un bon test. Ouais. Ça me donne envie d'essayer. Bah, faudrait. Mais je pense qu'on pourrait ressentir les vibrations quand même. Puis il y a le toucher. Oui. Je pense qu'on pourrait. Mais de toute façon, une note, quand elle est ratée. Donc si vous êtes, que vous l'entendiez ou que vous ne l'entendiez pas... Oui, après on peut se rattraper quand on l'entend. Ah, on peut rattraper. On peut rattraper. Oui, on peut rattraper quand même. On peut rattraper, c'est-à-dire que si on tape à côté, on peut changer. On peut vite corriger avec le doigt. Voilà. Alors que là, c'est vrai que sans entendre, il faudrait vraiment essayer de ressentir la vibration. C'est peut-être possible. Hein. Ouais. Faudrait peut-être vérifier. Et l'esprit est où, là? Parce que je me demande toujours si vous vous concentrez sur ce que vous êtes en train de faire ou s'il vagabonde. Mais c'est ça. En fait, moi, ce que j'adore dans l'improvisation, c'est que j'arrive à laisser mon esprit vagabonder. Ce qui n'est pas facile parce que c'est pour ça que je dis des fois, là, il y a même juste là, il y a un moment où j'ai fait des double cordes et il y a des notes qui sont sorties. Au final, ça n'allait pas. Des doubles cordes? Oui, c'est-à-dire que quand je joue deux notes en même temps. Ça, faut pas le faire. Si, on peut le faire, mais ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il y a un moment où j'ai joué, puis je me suis laissé porter, puis je tapais une note. En fait, c'était pas ça, c'était pas dans la tonalité, ça n'allait pas. Mais c'est justement l'idée, c'est d'essayer d'arrêter d'être dans le contrôle. Souvent, on est tout le temps dans le contrôle et de laisser aller. Il y a un laisser aller presque spirituel avec l'instrument, mais est-ce que vous pouvez penser, je sais pas, à autre chose? Ouais, complètement autre chose. Tiens, il faut que je réserve mes billets. Non, c'est possible ou pas? C'est possible, oui, c'est possible. Mais c'est pas super, je pense qu'il faut être dans un esprit de laisser aller, un peu comme une méditation. C'est un peu comme si on méditait, c'est-à-dire qu'on va avoir des pensées, on les laisse... Voilà, et d'ailleurs ça devient un peu comme ça, la pratique du violon après toutes ces années. Moi le matin quand je mets au violon, il y a ce sentiment de méditation en fait. On est à la Scala. Oui. Vous avez votre violon à la main. Oui. Et vous avez souvent votre téléphone à la main. Oui, qu'est-ce que vous avez le plus souvent en main? Non, alors quand mon téléphone là est dans ma boîte, mais par contre, quand je fais ma pratique de violon le matin, mon téléphone il est dans une autre pièce. Ah oui, parce que sinon vous ne pouvez pas vous en empêcher. Non, c'est pas que je peux pas m'empêcher, c'est juste que j'ai besoin d'être concentré. Je veux pas qu'on me dérange, je veux pas qu'on m'appelle, je veux pas recevoir de notifications. Mais il faut le mettre ailleurs. C'est-à-dire que s'il est là à côté, il y a un réflexe. Mais en fait, je vais recevoir des appels, je vais recevoir des textos. Voilà, moi j'ai besoin de... Et c'est pour ça que j'adore le travail le matin, comme ça je m'enferme et je le mets tout de côté, puis après, je réponds. Vous m'avez dit, si je mettais un petit post. Ben oui, j'ai envie que les gens... Et ben alors on le fait, en fait ça fait partie du job quoi. En tout cas, avec la carrière que j'ai, oui. Ouais. Oui, parce que effectivement, j'ai le lien. Avec la carrière que j'ai, j'ai une communauté sur les réseaux sociaux et c'est vrai que j'adore leur partager vraiment ce que c'est que ma vie de violoniste classique, compositrice. C'est quelque chose qui me plaît, quoi. Est-ce que ça peut être enfermant un peu? Ah, faut que je le fasse. C'est-à-dire? Je suis obligé là, j'ai pas posté depuis 2 jours. Il faut faire un truc. Ah, quand même, c'est mon...
C'est pas comme ça. En fait, j'adore le faire. Moi, je l'ai fait au départ parce que j'aime bien. C'est pas une contrainte. C'est pas une contrainte. Là, par exemple, vous allez faire quoi? Bah là, j'hésitais entre prendre une photo que j'ai déjà, de moi que j'ai pris tout à l'heure sinon, je vous prends en photo. Ou alors, vous pouvez me prendre en photo. Ah oui, avec la caméra pas loin. Allez, on fait ça et on peut se faire ça. Alors, je vais essayer parce que vous êtes une experte donc. Hop, tac, voilà. Et ben voilà, celle-là, elle est pas mal. Elle est très bien. Ouais, ok. Sur Le Figaro, la nuit. Ouais, exactement. C'est bien ça. Et on va mettre... Hop, voilà, on va mettre le lien. On va mettre ça comme ça. On va mettre un petit lien. Un petit emoji. Un petit emoji. On met quoi? On met quoi? On met violon, on met la caméra. Un petit étoile, allez. Bah ouais, pour la nuit. Hop. Ouais. Ah, étoile filante, c'est bien. Étoile filante? Ouais. Vous êtes pro. Bah ouais. On essaye. Hein. Est-ce qu'on a du réseau ici? Vous avez déjà joué d'ailleurs à la Scala? J'ai jamais joué à la Scala. Ah, il faut. J'ai jamais joué à la Scala. Bah, je viens de le faire. Ouais, c'est vrai, c'est vrai, mais... en concert privé. Mais oui. Alors, est-ce qu'on a du réseau? Je suis pas sûre qu'on ait du réseau ici. C'est la seule chose. Je réessaye. Bah, sinon, on publiera dehors. Hein. Ouais. Je vous propose un jeu. D'accord. Je vous dis un mot. Oui. Et vous me répondez qu'en musique. Ah, ok. Les femmes. Le sud de la France. Ok. Voilà. Votre grand-mère. Les réseaux sociaux. Ça devient de plus en plus dur. Les réseaux sociaux. Ok. Ça peut être n'importe quoi? N'importe quoi. Ça me demande le plus de choses. Mais je vois l'idée, la violence du parrain sur les réseaux sociaux. J'en ai une dernière. L'amour. L'amour. Ok. C'est marrant, vous aviez le regard... Enfin, vous aviez fermé les yeux et le visage un peu fermé. Ah ouais? Ouais. Je vais me faire remarquer. Vous avez une différence de faciès selon ce que vous jouez? Oui. Ouais. Ouais. Oui, toutes les émotions se lisent sur le visage, généralement. Ouais. Et est-ce que vous essayez de contrôler ce que fait votre visage? Ou c'est pas possible? Parce que vous êtes filmé là par exemple, donc vous le savez. Mais donc... là, c'est vrai que je suis en train de morceau c'est une bonne nouvelle. Et j'ai pas fait attention. Ouais. C'est vrai que des fois... Est-ce que je fais attention? Non, généralement, je fais attention au début et après je commence à jouer et ça part. Et vous avez aussi joué différemment avec votre corps, c'est-à-dire que vous êtes resté parfois très statique. Et puis la dernière, vous avez... bougé. Ouais. Ah ouais, c'est marrant. J'étais encore plus dans la musique. On y va? Vers notre prochaine étape? Allez. Parfait. Vous habitez à Paris? J'habite à Paris. Ouais. Pas dans ce quartier, mais j'habite à Paris. Ouais. Mais c'est assez récent. Ouais, parce que non, mais alors j'ai vu que vous étiez du Sud. Oui. Ouais, c'est pour ça que je vous ai demandé le Sud de la France. Oui, Sud de la France, oui, j'ai compris. Et alors, la sudiste que vous êtes, que pense-t-elle de Paris? Non, alors il faut savoir que je suis sudiste parce que j'ai été, effectivement, je suis née dans le Sud et j'ai vécu à Aix-en-Provence pendant
les 14 premières années de ma vie. Ouais. Mais ensuite, je suis partie à Manchester. Oui. Dans le nord de l'Angleterre. Donc Paris, ça me paraît... Ah oui, c'est encore le sud. Ouais. Et la vie parisienne? La vie parisienne, j'aime bien. Ouais. Honnêtement, j'aime bien. Après, j'ai quand même besoin de moments où je retourne dans le sud. Ouais. À la campagne. Ok. Et je sens que j'ai besoin de ces moments-là quand même, dans la nature. Voilà, ça me manque à un moment. Mais j'aime beaucoup Paris et je m'y plais. Est-ce que c'est obligatoire quand on est violoniste de très haut niveau d'habiter à Paris? Ou non? En fait, on s'en fout. Je pense que ça dépend de la carrière qu'on a. Ouais. Et à ce moment-là, votre carrière, c'est important. À ce moment-là, ça a du sens. Oui, ça fait sens, à ce moment. Je vous laisse entrer. Merci. Je vais en profiter pour poster la fameuse story parce que ça passait pas. Donc je vais la poster. Je vais poster ça maintenant. Il y a un compte Instagram du Figaro? Bien sûr. Que je peux taguer? Allez. C'est Figaro, hein, tout simplement. Ok, tout simple. Puis mettez-moi dessus, quoi, si ça peut me faire gagner 3 followers. moi, je suis pas contre. Hein. Allez. En avant-première. Les audiences demain, ça va être énorme. Vous êtes très connu dans votre milieu. Vous avez une vraie communauté sur les réseaux sociaux. Ouais. Mais je suis pas sûr que le grand public vous connaisse très bien encore. Non, c'est vrai. Ça doit donner des situations particulières, quoi. Quand vous achetez le pain, enfin vous êtes dans un milieu où tout le monde vous connaît et puis vous sortez à la boulangerie et la dame elle vous connaît peut-être pas, quoi. C'est vrai que c'est un peu du tout au tout. Il y a des fois effectivement des gens dans le monde de tous les jours qui vont reconnaître ou quoi, mais c'est vrai que c'est pas une niche la musique classique. Bah, hein. Oui. Et c'est vrai que c'est. Mais d'ailleurs je pense que c'est un peu ce qui, personnellement, je trouve que c'est ce qui peut me manquer, c'est que comme on n'a pas ce côté people dans le monde de la musique classique, on est effectivement moins connu dès qu'on sort de notre milieu. Complètement. Mais alors pourquoi vous en sortez un peu? Parce que j'ai envie de toucher des gens qui ne sont pas du milieu, justement. Bon, on va en parler, mais d'abord, présentez-vous, nom, prénom, âge, profession, et d'où vous venez. J'ai l'impression de m'inscrire à une app de dating. Je m'appelle Esther Abrami, j'ai 28 ans, je suis violoniste classique et compositrice. Je suis née dans le sud de la France, on a parlé, j'habite maintenant à Paris. Il y avait quoi d'autre? Les hobbies? Ouais. Non, alors moi, ce qui m'intéresse, vous avez grandi dans quelle famille et quel milieu? Alors, j'ai grandi dans une famille... Je suis fille unique. Ok. J'ai grandi, je le mentionnais, mais à la campagne. J'étais une enfant assez solitaire. Je suis quelqu'un de solitaire encore aujourd'hui. Mes parents... Ils sont en train de regarder en plus, je me dis là, ils sont clairement en train de regarder. Maintenant là que vous avez publié, en plus ils le savent. J'ai eu, je pense, une... Ça a l'air d'être une question difficile. Oui, je ne sais pas, je suis en train d'essayer d'y repenser. J'ai une très belle enfance, honnêtement, vraiment très très belle, très préservée je pense, de beaucoup de choses. J'ai été assez sensible, et je le suis encore en fait, je pense d'ailleurs on change pas tant que ça, je pense que quand on est enfant, même si on passe des fois par des phases, étant ado ou jeune adulte, où on change un petit peu, on revient souvent, j'ai l'impression, à ce qu'on était quand on est enfant. Et j'ai été très sensible, et donc je crois qu'en tout cas au début, les premières années, ma maman a essayé quand même de me protéger de pas mal de choses. La première fois que j'ai touché un violon, c'était à 3 ans, avec ma grand-mère qui elle-même était violoniste. C'était la première fois que j'ai touché le violon, on va dire. Mais j'ai pas pris des cours juste après. Alors, il y a quelque chose, on a du temps en fait, parce qu'on a 2 heures. Donc je vais y aller parce qu'en fait, il y a une histoire que je raconte pas en interview d'habitude. Ah, bah là, on a le temps. Donc c'est une excuse. Ouais. C'est une excuse parce que j'ai pas le temps en interview. Ils me demandent comment t'as commencé le violon, j'ai pas le temps de tout raconter. Si vous faites pas une story toutes les 3 minutes, mais sinon on a le temps. Non mais comme ça ramène du monde qui va regarder aussi. Et qui va entendre cette anecdote. Ouais. En fait, souvent je dis, à 3 ans, je jouais du violon. Enfin, j'ai touché un violon, ensuite j'ai pas pris de cours, et ensuite à 9 ans, j'ai pris un premier cours de violon et ça a été l'amour fou. Ce que j'omets là-dedans, c'est que en rentrant, c'était pendant les vacances d'été quand j'avais 3 ans chez ma grand-mère, qu'elle m'a donné le violon. En rentrant, mes parents m'ont inscrit à l'école de musique. Ouais. Et en fait, j'ai eu des premiers cours avec une prof où le cours est tellement mal passé que j'ai détesté le violon. D'accord. Mais alors, détesté.
D'accord, donc un rejet. Un rejet total, c'est-à-dire que je pleurais. Plus jamais les pieds. Oui, c'est ça, je voulais pas, bon, j'avais 4 ans, hein, mais je voulais pas aller en cours, je pleurais à chaque fois. C'est ma maman qui me forçait à sortir mon violon de la boîte, enfin, c'était affreux. Jusqu'au moment où elle adore raconter cette anecdote d'ailleurs. Parce que j'ai été obligée de continuer les cours jusqu'à la fin de l'année parce que c'était... oui, vous me demandez comment était votre éducation. Mon éducation, par contre, même si elle m'a préservée, ma maman était très stricte. Donc c'est-à-dire que quand elle payait une activité, même si ça me plaisait, il fallait aller au bout. Voilà. Et donc j'ai été obligée d'aller jusqu'au bout de cette année de cours de violon que je détestais. Un calvaire. Le jour de l'audition. Et en fait, je me suis mis à jouer de plus en plus mal au cours de l'année. Et le jour de l'audition, j'ai carrément pris l'archet à l'envers. D'accord. De l'autre côté. Et là, donc là, on ne peut pas imaginer que vous allez faire carrière dans le milieu. Non, et là, ça s'est fini en conclusion. Esther déteste le violon, plus jamais. Ça a été une horreur, voilà, c'est fini, on n'en parle plus. À 9 ans, il y a eu un concert de musique jazz manouche klezmer dans le village où on habitait. Et on y est allé, mais c'était vraiment le petit concert. Moi, j'avais une petite couverture par terre. On s'est posé et il y avait un violoniste, Digan. J'étais là et il a commencé à jouer. Et je sais pas, il s'est passé quelque chose. Mais j'étais subjuguée. Donc je me rappelle du violoniste ce jour-là. Et en fait, je pense que ce qui m'a vraiment marqué, c'est qu'il n'était pas comme un violoniste. J'avais vu quelques concerts classiques, mais c'était pas comme un violoniste classique. Il a joué avec toute son âme. Il bougeait quand il jouait. Il faisait comme ça la musique klezmer, manouche. C'est une musique qui, pour moi, qui est vraiment. Qui est un peu moins stéréotypée, plus. Oui, il n'était pas. Et puis même, il se tenait pas tout droit, sans bouger. Il bougeait. Il avait son violon qui montait très haut. Il faisait des tris. Il faisait des gros démanchés. C'était réel. Techniquement, c'était peut-être pas parfait, mais en fait, c'était. Mais c'était beau. Il y avait quelque chose, quoi. Il y avait un grain. Et ça m'a tellement marqué que j'ai demandé à ma maman de prendre un cours de violon. Elle m'a dit non mais je m'en souviens de mon année que j'ai payée il y a 5 ans. C'était pas du tout. Ça m'a coûté une fortune. Et en fait, j'avais une copine de classe qui sa mère voulait qu'elle rentre au conservatoire. Et donc elle a proposé qu'on prenne des cours ensemble. Donc maman a dit ok, pourquoi pas, c'est des cours particuliers, c'est avec elle, ça veut dire qu'on ne s'engage pas. Bon, allez. Elle va m'en faire 2 fois. Voilà, exactement. C'est ça. Et là, j'ai eu un premier cours et en fait, j'ai fait un premier son avec le violon, comme j'avais quand même un petit peu de passif avec, et j'ai réussi à faire ce premier son et il s'est passé quelque chose. Là, on en parlait, mais en fait, la vibration que j'ai ressentie à ce moment-là, il y a eu un déclic. Il y a vraiment eu un déclic. J'ai eu l'impression que c'était que ça sortait de moi. Et en fait, comme je disais, alors j'étais assez timide aussi quand j'étais petite. J'osais assez peu parler. Et j'ai eu cette impression, parce que le violon, on le met contre le cou comme ça, vraiment, ça me donnait une voix en fait. Et que j'arrivais à parler à travers le violon. Et ça m'a plu instantanément. Et après, j'ai voulu rentrer au conservatoire. On sort ? Prochaine étape ? Allez. Alors là, on est un peu chez vous. On est un peu chez moi, effectivement. Bon alors, c'est ici qu'on entre ? Je pense que c'est ici, oui. Expliquez-moi pourquoi on est là. Alors, c'est pas l'entrée principale. Hein. Non, j'aime bien ces inscriptions comme ça à la peinture. Là. À l'ancienne. Ouais. Alors pourquoi ici ? Alors pourquoi ici ? Alors je vous ai pas dit ce que mon papa faisait en fait, parce que je dis qu'il n'était pas, dans le côté artistique. Dites-moi, votre maman elle faisait quoi ? Maman, elle est docteur en art. Donc, donc il y a quand même la fibre artistique. Il y a quand même quelque chose. Le nombre de musées qu'on a fait où elle analysait des œuvres pour moi et c'est vrai que ce côté-là, en tout cas du côté art, peinture, sculpture, tout ça je l'ai eu effectivement de ma maman. Mais mon papa, la famille de mon papa était dans les tissus. Hello, ça va ? À l'heure. Bonjour Thibaut, enchanté. Bon alors expliquez-nous. Où on est ici ? C'est Tissurène, ça existe depuis 1930. Là ça me rappelle des souvenirs parce qu'il y a d'ailleurs une photo collector que mon papa m'a ressorti d'ailleurs la photo aujourd'hui quand il a su que je venais ici. C'est pas vrai, on peut la voir ? Où en fait, mais attends, je peux vous la montrer je vais la montrer. Où en fait, à l'époque où je faisais la même taille que les poupées là. Oui. Ah, vous avez. Et je suis. Et alors je suis pas non plus ultra grande aujourd'hui. Donc là c'était avant le violon. C'était, je pense, au début, et je suis debout à côté. Non, il me l'a envoyé. Je suis debout à côté de la poupée. Et moi, mais j'adorais. Elles sont toutes habillées différemment. Elles ont des styles de fou.
Voilà. Bon, et alors la mode, ça vous est resté? Oui, ça m'est resté. Bah, déjà, effectivement, ce que j'adorais, c'était, je venais ici et puis je me rappelle de regarder les tissus et de me dire avec quelle robe ça pourrait faire une jolie robe de concert. Et puis j'amenais 2 tissus, je me disais ça pourrait bien aller. J'ai toujours adoré ça. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes, le mot est peut-être fort, mais un modèle, un mannequin d'une certaine manière? Alors mannequin, je ne sais pas, j'en ai fait un petit peu, mais c'est vrai que, disons que je fais des photoshoots, etc. Ouais. Mais c'est toujours en lien avec mon violon, c'est toujours en lien avec, oui, ça. Oui, mais il y a des marques qui ont envie de s'associer à vous, au violon. Oui, c'est vrai. Et c'est venu quand ça? Ça, c'est venu petit à petit. Je pense le fait de justement de montrer cette image qui est effectivement un petit peu différente. Je pense peut-être que d'autres musiciennes classiques que j'ai mis en valeur sur mes réseaux sociaux. À un moment où au départ je l'ai plutôt mis en retrait quand on parlait des critiques, bah voilà. Et puis à un moment, je me suis dit, bon, tant pis, je vais être moi-même. Et j'ai commencé à montrer cette image-là aussi. Ouais. Et c'est vrai que ça a intéressé aussi, ça a commencé à intéresser des marques aussi, parce que je pense que la musique classique, c'est un milieu qui est magnifique en fait. Et d'arriver à aussi associer une image avec, ça a commencé à... Oui, parce qu'il y a ce qui nous entre dans l'oreille, et il y a ce qu'on voit. Oui. Et ça, vous y faites très attention, plus que d'autres. Oui, c'est vrai. Pourquoi? Parce que pour moi, c'est important. C'est important pour vous et pardon, alors, il y a 2 choses. Votre personnalité ou... Déjà, je pense qu'on se sent... Enfin, moi, j'ai toujours, par exemple, sur scène, j'arrive toujours avec des talons de 12 cm. Ouais. Voilà. Et ça, on me dit, pourquoi tu fais ça? Comment tu fais ça? Mais en fait, je me sens... Quand on monte sur scène, moi, j'ai besoin de me sentir puissante. J'ai besoin de me sentir en girl boss, quoi. En fait, je rentre sur scène et je me sens mieux. Quand je porte des talons, je me sens mieux. Quand j'ai une robe dans laquelle je me sens glamour, je me sens mieux comme ça quand je monte sur scène. C'est pour ça que je le fais. Mais aussi, honnêtement, je pense que c'est important, même pour le public, d'avoir en face une personnalité. Ça, c'est ma personnalité. C'est ce que je montre. Je le fais pas pour choquer, je le fais pas pour faire un show. Je le fais parce que c'est moi. Et je pense que on a envie d'être honnête avec les gens et j'ai envie qu'ils me connaissent vraiment comme je suis, quoi. Est-ce que c'est un gros mot, le mot féminité? Non, je pense pas. Non, c'est pas un gros mot du tout. Et effectivement, j'ai un côté féminin que je montre souvent sur scène, mais que des fois je vais allier. En fait, dans le look, ça change beaucoup. Par exemple, souvent mes chemises, je les achète dans le rayon homme. Ouais. Mais alors, c'est pas forcément la définition de la masculinité, mais ce que je veux dire, c'est que je joue beaucoup là-dessus. Mais j'ai pas peur, en tout cas, de montrer ma féminité. Et ce qui va souvent se passer, par contre, c'est que c'est vrai qu'on peut avoir peur en montrant sa féminité de ne pas être prise au sérieux. Oui, vous trouvez? Oui. Ça se voit dans la société en général et dans la musique classique aussi? De la société en général, mais c'est vrai que dans la musique classique, mais c'est aussi un reflet de la société. Et des fois, comme c'est quand même une musique on conserve quelque chose d'ancien, j'ai l'impression que des fois, il y a aussi des anciennes valeurs qui y sont accrochées. Ouais. Est-ce que le mot féminité est un peu s'associer au mot féminisme? Alors c'est 2 choses différentes, mais j'imagine oui, effectivement, ça lead au mot féminisme et on a beaucoup parlé récemment suite à mon dernier album. Oui, ouais. Oui. Non mais parce que c'est vrai qu'on se dit, certaines féministes disent, mais la féminité c'est une connerie, ça n'existe pas, pourquoi on essaie de ramener les femmes toujours vers ça? Ouais. Vous dites, moi j'assume. Oui, j'assume. Ouais. Mais alors, je pense qu'il y a plein de... C'est vrai qu'on a du mal à être toutes d'accord, je pense, des fois, et c'est dommage d'ailleurs. Je pense qu'on devrait être toutes dans la même équipe parce qu'on se bat toutes quand même au départ pour la même ambition, on va atteindre les mêmes choses à la fin. Ouais. Mais effectivement, j'ai aucun problème avec le fait d'assumer ça. Et je pense que ça n'a aucun rapport avec le fait d'être féminine. On peut être féminine, on peut être masculine. Ça n'a aucun rapport avec le fait d'être féministe. D'ailleurs, les hommes peuvent être féministes. Oui. Êtes-vous féministe? Bah absolument. Et pourtant, je suis pas sûr d'avoir fait preuve de beaucoup de féminité. Pourquoi pas d'ailleurs. Les hommes peuvent faire preuve de féminité. Absolument. Et c'est très charmant. Allez, on se fait une petite robe là. Vous prenez quel tissu? Dans ce rayon-là? Non, bah alors là, n'importe. On a un magasin entier. Alors, c'est pour quelle occasion? Alors, ok. On fait ça pour l'Olympia? On fait ça pour l'Olympia. Ah oui, j'adore. Ouais. Ok. Moi, j'aime bien les paillettes. Ouais, mais alors, on prend plutôt une robe, plutôt un pantalon, chemise. Comment vous êtes? Non. Bah, en fait, déjà, ce que je vais faire, c'est qu'il y a 2 parties à mon Olympia. Donc, dans la première partie de l'Olympia, on va faire 2 tenues. Et généralement, ce que j'aime bien, effectivement, c'est peut-être un costume dans la première.
Ah, ok. Et une robe, une robe dans la deuxième. Ok, je vois l'idée. Voilà. Et là, costume plutôt masculin. Et voilà, c'est ça, on joue sur la fluidité. Alors, ok, le costume, on prend quel tissu? Alors, pour le costume, on prend quel tissu? Ouais, là, c'est des paillettes, ça c'est du velours. Le velours, ça peut être joli aussi. Là, il y a velours paillettes. Il y a velours paillettes. Là, c'est peut-être un peu too much. Un peu too much. Plutôt sobre ou quand même, faut que ça en jette? Non, faut que ça envoie quand même. Il faut de la couleur. Pour le concert au Royal Albert Hall, je me rappelle de ce concert parce que je suis arrivée avec une robe toute pailletée. Et en fait, avec les lumières, ça a projeté. Et on aurait dit une boule à facettes. Et vraiment, je suis rentrée dans la halle de concert et j'ai entendu. Ah oui, les gens. Vraiment, les gens. Oui, c'est ça. J'avais même pas encore joué. Et là, ça rassure. Et là, on se dit, il y a un effet qui est marrant, je pense, même pour le public. Vous allez prendre autant de temps à choisir un tissu qu'à faire une story Instagram? Oui, complètement. Ouais, mais en même temps, c'est plus important, c'est l'Olympia. Mais là, c'est quand même plus important, c'est l'Olympia. Ah, il y a les velours, ouais. Ah, velours. Ah, et les tulles, là, c'est tellement beau, les tulles aussi. Mais je pense velours, hein. Ah, velours pour le costume. Je pense que velours, ça peut être très beau. Là, il y a un peu de paillettes. Mais là, il y a des choses pas mal, là. Effectivement. Et puis là, en plus, ça, avec la lumière, ça se reflète vraiment. J'aime bien le bleu, d'ailleurs. Donc pourquoi pas, on pourrait peut-être partir sur quelque chose comme ça. Avec un costume de cette... Donc costume, on est là-dessus. Voilà. Et puis on met ensemble et puis juste un petit haut. On peut l'ouvrir? Bien sûr. Parce qu'il faut qu'on essaye quand même. Ça doit, mettez-vous. Au teint, ça fait quoi? C'est bien. Normalement, le bleu, c'est plutôt bien au teint. Ouais. Et puis, il y a ce côté avec là, si on met une lumière dessus, ça va... Voilà. Ok. Donc je pense que c'est pas mal. Pour le costume, on prend ça. On prend ça. Donc talon 12 cm. Toujours. D'accord. Et pour la robe? Et pour la robe, alors moi j'avoue que des fois ça peut être très sympa et ça peut changer les cheveux pareil. Non, ok. Non, les cheveux on change pas. Je pense ou ça, ou alors on envoie full paillettes. Encore? D'autres paillettes. Ouais, d'autres. D'accord. À l'Olympia, vous êtes seul? Oui. Non, sur scène, il y aura quand même des musiciennes. D'accord. D'ailleurs, c'est un plateau entièrement féminin, si on continue dans le sujet. Ok. Mais c'est pas comme si vous étiez avec un orchestre, là où il faut être beaucoup plus sobre, j'imagine. Dans l'orchestre, quand on est dans l'orchestre. Ah oui, quand on est dans l'orchestre, il faut respecter effectivement... Noir. Généralement, c'est noir, puis il faut être en harmonie avec tout le monde. Oui, alors quand on est soliste, c'est vrai qu'on a le droit de... Ah oui. On peut se permettre des choses qu'on ne peut pas toujours se permettre si on est dans l'orchestre. Ah là, vous revenez au... Ouais, d'accord. Ah, le rouge, j'aime beaucoup le rouge. Le rouge, c'est très beau. Ah, pourquoi pas. Rouge et paillettes? Non, rouge. Rouge. Comme on met en paillettes en costume. Et à l'Olympia, rouge. Rouge, voilà, en plus. Et voilà, c'est voilà. C'est acté. On parlait de ça, des femmes. Vous avez sorti un album qui s'appelle Woman. Ouais. Expliquez-moi. Alors, je l'ai écouté cet après-midi. D'accord. Ouais. C'est un album qui est effectivement consacré aux femmes, aux compositrices. L'histoire est simple, c'est-à-dire que j'ai fait 15 ans d'études de musique, du conservatoire de mes 10 ans jusqu'au conservatoire supérieur à Londres à 25 ans. J'ai appris des tonnes de morceaux, j'ai appris toute la vie des compositeurs, mais à aucun moment on m'a enseigné la vie ou la musique d'une femme, d'une compositrice. Je ne savais même pas que les femmes avaient composé. Et c'est en faisant des recherches, je me suis aperçue qu'elles avaient composé depuis longtemps, depuis le début, et qu'en fait, il y avait tout un pan de l'histoire qu'on ne m'avait jamais raconté et que je ne connaissais pas. Alors qu'on sort diplômé en disant, bon, ça va, je commence à connaître quand même bien l'histoire de la musique. Et là, tout un pan de l'histoire dont on n'a jamais parlé, qui me tombe dessus comme ça. Et c'est un peu l'idée de cet album, c'est que j'ai repris le premier morceau, c'est une compositrice qui date du Moyen-Âge, qui retrace un cycle jusqu'à aujourd'hui. Je ne m'y connais pas beaucoup en musique classique, mais c'est vrai que je ne les connaissais pas, les compositrices. Mais même des gens dans le monde de la musique classique, il y a certaines qui ne connaissaient pas. Parce que je suis vraiment allée essayer de chercher des compositrices de partout, pas seulement en Europe. Il y en a dont on parle aujourd'hui, il y en a dont on parle pas encore aujourd'hui, comme Chiquinha Gonzaga, elle vient du Brésil, elle, et on n'en parle pas du tout, on la connaît pas, alors qu'elle a une vie incroyable, une musique incroyable. Ça m'a beaucoup aidé d'étudier la vie de ces femmes. J'ai trouvé ça extrêmement inspirant. Et je pense que pour des petites filles et des jeunes filles qui sont en train d'étudier en ce moment, d'étudier la vie et la musique de femmes, c'est-à-dire de personnalités vers qui elles vont regarder le portrait et elles vont se dire « Ah, mais il y a quelque chose de similaire ». C'est inspirant. Est-ce que c'est aussi bon que ce qu'ont fait les stars du classique, les hommes stars du classique? C'est aussi bon. Bien sûr. Et d'ailleurs, des fois, les critiques ont été « Non, mais si c'est pas connu, c'est que c'était pas assez bon ».
Oui, mais alors, comment on explique qu'il n'y en ait aucune de femme? C'est pas possible. on est d'accord qu'on ne peut pas avoir... il aurait fallu au moins une. Parce que l'histoire, celle de Fanny Mendelssohn, est connue. Oui. Qui a été... finalement, son frère lui a piqué un bon paquet de ce qu'elle avait écrit. Alors, oui, mais en fait... Ah, c'est pas vrai? Il y a une petite nuance, c'est-à-dire qu'en fait, au départ, donc Fanny Mendelssohn, quand elle a eu l'âge, elle a été en âge de se marier, effectivement, son père lui a dit, bon, c'est fini, la musique, c'était pour faire bien, pour trouver un bon mari, entre guillemets, mais maintenant, c'est fini. Et Félix, son frère, lui a proposé de faire publier ses œuvres à elle, sous son nom, pour qu'elle puisse continuer de composer. Ça a commencé comme ça. Ce qui s'est passé, c'est que ses œuvres à elle, qui étaient signées de Félix Mendelssohn, plaisaient plus, c'était celle qui plaisait le plus. Donc Félix Mendelssohn a commencé à être jaloux. Et jusqu'au moment où je crois que c'est quelle reine qui lui a demandé de jouer un morceau à Félix, elle lui a dit mon morceau préféré, qui est de loin le mieux, c'est celui-là. Et en fait, elle a choisi le morceau de sa sœur. À partir de ce moment-là, il lui a dit vous savez quoi, c'est fini, voilà. Mais oui, mais c'est des petites histoires comme ça qui vont faire que des petites anecdotes. Et je pense aussi de parler des compositeurs, des compositrices, comme si j'essaie toujours d'en parler comme si on pouvait les rencontrer au coin de la rue en fait. Et c'est ça qui change tout. Et après, on écoute la musique et on arrive à se projeter en fait. On y va? Allez. Merci beaucoup. À très bientôt. À bientôt. Merci pour votre accueil. Merci. Comment ça se passe en gros de 10 à 15 ans? C'est la première partie? Oui, c'est la première partie, 10 à 14 ans on va dire. Ouais. Parce que là je suis encore en France, de 10 à 14 ans. Je rentre à 10 ans, je rentre au conservatoire d'Aix-en-Provence. Je dis, j'ai mon premier cours de violon, je dis maman, j'ai envie d'être violoniste. À 14 ans, je suis diplômée du conservatoire et en fait, on se pose la question avec mes parents, où on va, qu'est-ce qu'on fait? Et on a trouvé par une voisine qui était anglaise, qui nous a parlé d'écoles un peu spéciales en Angleterre, qui étaient des écoles spécialisées musique. En Angleterre, il y a des écoles qui existent où en fait, on a dans le même bâtiment des cours de musique et les cours académiques. Et c'est un internat, c'est-à-dire qu'on dort là. Et on est entouré seulement de jeunes qui veulent faire ça aussi. Donc il y a une émulation. Voilà. Ouais. Et j'ai passé l'audition pour cette école. Et ce qu'il faut savoir par contre, c'est que c'est en Angleterre que tous les cours étaient en anglais. Donc je suis passée là. Je ne parlais pas anglais à l'époque. Donc j'ai rusé. Enfin, j'ai fait un tour de force pour réussir à rentrer dans l'école parce qu'il y avait un test d'anglais, un test oral d'anglais pour l'école. Il y avait le test de musique, bon ça je l'ai passé, et le test d'oral anglais, il fallait parler de soi pendant 20 minutes pour le test, raconter sa vie, raconter pourquoi on avait envie d'être là et ça pour qu'il juge le niveau d'anglais. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai demandé à une prof d'anglais que j'ai payée je lui avais écrit le texte en français, elle me l'a traduit en anglais, je l'ai appris par cœur. Je ne parlais pas anglais, je ne parlais pas anglais, c'est pas que je parlais un peu anglais, c'est que je ne parlais pas anglais. Vraiment, je ne comprenais pas quand les gens me parlaient. J'ai appris ce texte par cœur en espérant que personne ne me pose de questions. Ce qu'ils n'ont pas fait, personne ne m'a posé de questions. Et quand je suis rentrée, j'ai eu la place, je suis arrivée le jour de la rentrée, je ne comprenais rien. Je me suis perdue dans l'école et là ils se sont dit mais... Elle nous a pas embrouillé. Attends, elle parle pas anglais en fait. On n'est pas du tout formé dans ces écoles supérieures à construire une carrière. Sur plein de levels, sur certains levels, oui, complètement, pour savoir bien jouer, pour savoir... Ça, oui, j'imagine. Ça on est pareil. Ouais. Mais à aucun moment, je pense qu'on nous prépare vraiment pour la vie active, professionnelle. Vous avez pris les choses en main, quoi. Donc j'ai pris les choses en main. Ouais. Okay. J'ai commencé à poster sur les réseaux. Ça m'a ouvert une porte où j'ai pu commencer à présenter les choses de la manière dont je voulais. Parce que, on a parlé de mode juste avant, c'est vrai que ce côté de la mode, ce côté... il a toujours été là, mais je l'ai assez longtemps caché. Parce qu'on me disait « Ah non, mais c'est superficiel, on a eu beaucoup de jugements par rapport à ça. » Et j'ai l'impression qu'on me prenait beaucoup moins au sérieux si j'en parlais. Donc j'ai arrêté d'en parler. Je me suis essayé de me cantonner à quelque chose. Et sur les réseaux sociaux, ce que j'ai réussi à faire et ce que j'ai adoré, c'est que les gens m'ont accepté comme moi j'étais, en fait. Et j'ai pu réussir à partager aussi bien, les gens adorent aussi bien m'entendre quand je poste des vidéos en concert, que quand je leur demande en story quelle robe je devrais mettre en fait. Ouais. Et j'ai pu être moi-même et ça c'est incroyable. Et ça c'est ce qui a débloqué parce que
comment ça se passe? Il y a des grades, enfin, on peut être au milieu de l'orchestre ou premier alors, si on veut être dans l'orchestre, soliste, enfin, c'est même oui, ça. Bah, vous, j'imagine que vous vouliez être je voulais être soliste, effectivement. Ouais. Après, tout le monde veut être soliste, non? Pas tout le monde, non, je pense pas. Non, je pense pas. Enfin, quand on fait ça et qu'on est dans un... Non, il y a des gens qui adorent jouer dans un orchestre. Il y a quelque chose de très beau dans le fait de faire partie d'un groupe, un orchestre, je pense, ou d'enseigner. Enfin, je pense que pas tout le monde... Et même, j'ai envie de dire, après, on peut avoir envie d'être soliste et après, il faut aussi avoir... Enfin, c'est une vie qui est dure, hein. Oui. C'est une vie qui est dure, qu'il faut avoir les épaules solides. Hein. Oui, mais c'est aussi une vie de lumière. Quand on se rend compte de ce que c'est, pas tout le monde la veut et pas tout le monde est prêt à faire tous les sacrifices pour avoir cette vie de lumière, parce qu'il y en a. Hein. Ouais. Et même une fois que ça marche et tout, les sacrifices ils sont toujours là. c'est bon, quand on aime faire ça, moi j'adore, je changerais pour rien au monde la vie que j'ai aujourd'hui. Ouais. Mais c'est dur. Avant qu'on traverse la rue, vous me disiez que vous avez des sacrifices. Ouais. Ça représente quoi et pourquoi vous étiez capable de les faire, ces sacrifices? Ça représente quoi? C'est-à-dire quels ont été ces sacrifices? C'est quoi la vie d'un violoniste qui veut devenir soliste et qui veut arriver au plus haut niveau? C'est une vie quand même assez solitaire. On passe beaucoup de temps tout seul. Alors moi j'aime bien, mais c'est quand même à savoir. On a peu de temps pour sociabiliser, pour sortir, pour prendre des vacances. Je ne prends jamais de vacances. Enfin, le plus que je prenne, c'est un week-end. Et je suis toujours, voilà, même grandissant, moi je suis pas sortie quand j'étais ado, je le regrette pas, je sors maintenant quand je peux après les concerts, mais voilà, il y a plein de choses, j'allais pas, il y a beaucoup d'anniversaires que j'ai ratés, il y a plein de choses que j'ai pas fait, il y a plein d'activités que je faisais pas. Moi j'ai été sur le violon, alors j'ai pas fait du tennis, j'ai pas fait ça a été une vocation, ça a été voilà, je me suis vraiment dévouée au violon, quoi. C'est quoi? C'est une valeur travail que vous avez? Il faut avoir un esprit conditionné à... C'est-à-dire qu'il faut l'encaisser, ce travail. Oui, il faut l'encaisser, il faut le vouloir. Il faut le vouloir, faut avoir, quand je disais, il faut avoir les épaules solides parce que il y a plein de fois où on tombe, en fait, il y a plein de fois où ça marche pas, et il faut arriver à vouloir se relever. Honnêtement, je pense que ce qui change et ce qui fait que ce qui peut tout changer, c'est le fait de vouloir d'avoir tellement envie de le faire que même si c'est dur, c'est moins dur que de ne pas y arriver. On traverse? Ah oui, on est attendu par 2 personnes. Bonsoir. Enchantée. Oh là là. Elle est hyper mignonne. Plantée de bonne humeur. Bonsoir Thibaut. Enchanté Pierre. Enchanté, merci de nous accueillir. Merci beaucoup. C'est petit, mais là il y a... Pourquoi ça s'appelle la petite boutique des violons? Parce que c'est petit. C'est une petite boutique. Alors vous avez un chat? Oui, j'en ai plus qu'un, moi. Ah bon? Parce que je vois que vous vous en servez même à jouer des notes sur Instagram. C'est vrai, je lui ai fait participer à une compo. Elle ne tolère aucun autre animal vivant par moi. Oui. Est-ce qu'il y a une forme de fétichisme de l'objet? Je vous pose la question à tous les deux parce que vous m'avez dit, moi je suis un luthier violoniste. Alors, quelque part je ne suis pas luthier, je suis collectionneur et ce qui se fait énormément, surtout dans le monde anglo-saxon, j'achète et je vends des beaux instruments. Mais pour tout ce qui est technique et pratique, je les confie à toute une échelle de luthier en fonction de la valeur de l'instrument et de ce que je désire obtenir. Mais vous avez joué beaucoup? Oui, j'étais 10 ans à l'Orchestre de Paris, ensuite plusieurs quatuors à cordes et après la musique baroque. Quatuor Vianova, quatuor Ravel et puis la musique baroque avec Christophe Coin et Emmanuel Haïm. Et quand Emmanuel Haïm est venu me dire bonjour ici, je lui ai dit mais tu sais Emmanuel, maintenant j'ai un vrai métier. Alors j'ai 2 violons qui sont amusants parce que les 2 sont des violons qui ont été des auteurs qui ont été joués par des très grands violonistes. Shlomo Mintz jouait celui-ci et Dumay jouait celui-là. Et les 2 prétendaient que c'était des Stradivarius. Pourquoi? Parce que ça c'est un luthier de Madrid qui s'appelle Contreras. C'est un luthier assez rare parce qu'ils ont toujours été débaptisés en violon italien. Et c'est le premier copiste de Stradivarius en 1766 pour celui-ci. Il a les Stradivarius de la cour d'Espagne à sa disposition. Il les copie avec beaucoup plus d'intelligence et de feeling il va falloir attendre Jean-Baptiste Vuillaume pour trouver ou peut-être juste avant lui Lupo, pour trouver ce type de copie. Et chose très amusante qui fait qu'il sait en général très bien, il va choisir ses bois à crémone.
Et quand on fait des analyses scientifiques des bois de la table, sur des Stradivarius et sur des Guarnerius del Gesù, on tombe toujours sur un Contreras. Ah oui. Voilà. D'accord. Donc c'est le même bois. C'est le même bois qu'on utilisait à Crémone. Et à peu près en 1766, environ 30 ans après la mort de Stradivarius. Et qu'est-ce que vous jouez maintenant? Alors là, il y avait... Vous l'avez là? Me dites rien, je vais regarder. C'est plaisir. Vous pouvez le deviner? Si c'est quelque chose que je connais, normalement oui. Même en trouvant la boîte. Ah oui. Mais parfois, c'est un auteur que je ne connais pas du tout, ou parfois, personne ne sait. Alors, on est au XVIIIe siècle. Et en Italie, sans doute. C'est pas forcément un auteur que je connais tout de suite, ce qui me saute pas aux yeux. Peut-être du côté de Gênes, par là. Mais je dirais qu'en gros, 1750, 1780. Oui, au niveau des dates, on est bon. En Italie. L'Italie aussi, on est bon. C'est pas Crémone, c'est pas Naples, c'est pas Rome. Milan. Granchino. Je suis impardonnable parce que j'ai eu un alto de Granchino. Ah oui. C'est ça? Et au coffre, j'ai un Testor. Ah oui. Merci pour ce que vous venez de faire, là. C'est comme les goûteurs de grand vin. Oui, mais je trouve qu'il y a un côté... il y a quelque chose de similaire. Ouais, dans leur fait, même dans les époques comme ça, puis de le regarder ou de le sentir, on se dit ça va être de cette époque-là. Les violons, pas comme les pianos ou quoi, plus ils sont anciens, plus ils prennent de la valeur quand même de manière générale. Pas tous, mais il y a quand même ce truc, en tout cas ils gardent, ils sont toujours... On les abîme pas en jouant. On a des auteurs du XXe siècle qui valent plusieurs centaines de milliers d'euros, dont un après-guerre même. Un Poggi, c'est un peu comme la peinture. Oui, c'est ça, exactement. C'est des œuvres d'art. Oui, mais donc ça existe encore. Parce que moi, je me dis, aujourd'hui, avec les technologies, on saurait les faire, les Stradivarius. Mais non, c'est en fonction du bois. On ne peut pas simplement reproduire par comparateur. Certains le font d'ailleurs, mais ce n'est pas une démarche très intéressante. Le travail du luthier, c'est de faire les voûtes, de faire l'architecture en fonction du bois, et puis d'avoir ses propres recettes de vernis qui concourent à la sonorité. Il y a un très très mauvais luthier au XVIIIe siècle qui s'appelle Paolo Antonio Testor, dont Charles Beer, le plus grand expert, disait grâce au vernis italien, ça sonne très bien, même s'il avait les deux mains les plus maladroites, clumsiest hands, qu'on pouvait trouver dans l'histoire de la lutherie. Donc vous me dites que même techniquement, on ne pourrait pas le faire? On ne pourrait pas faire les mêmes objets, les mêmes violons? Non, comme toutes les œuvres d'art, on peut faire des faux qui passent très bien, on peut faire des copies merveilleuses. Je crois que vous jouez un Guillaume, il a copié de façon absolument géniale Stradivarius et Guarnerius del Gesù. Mais c'est pas la même chose. Et le vieillissement joue. C'est des copies ou c'est... Parce qu'en fait, Guarneri et Stradivarius sont les maîtres, finalement, c'est ça? C'est la valeur étalon. Oui, ça, c'est les plus connus du grand public. Oui, mais c'est la valeur, parce que vous me dites, même les plus grands les ont copiés. Donc c'est eux qui ont quasiment inventé le violon, finalement. Inventé le violon moderne. Je dirais, leurs maîtres ont inventé le violon. Ouais. Leur maître, c'est la famille Amati. Ouais. Le violon né à Brescia au XVIe siècle, plutôt des altos d'ailleurs, et les Amati inventent le violon. Ils inventent les proportions actuelles, ils inventent tout ce qui fait qu'un violon est beau. Et celui-ci, qui est un Rogeri, a été fait par un copain de Stradivarius. Ils étaient ensemble chez Amati, justement, à étudier. Rogeri s'est installé à Brescia, Stradivarius était resté à Crémone. Mais les vernis sont presque les mêmes. Et vous sauriez par exemple tout de suite le prendre en main, Esther, un nouveau violon, ou non, il faut l'appréhender, il faut le... Pour jouer des notes, oui, mais ça prend du temps après vraiment de se l'approprier pour le connaître, pour vraiment savoir à quel point on peut enfoncer l'archet dans la corde, connaître les sonorités, il y a une vraie... Voilà, on apprend à se connaître. Mais oui, je peux prendre quand même normalement n'importe quel violon et jouer dessus. Et le violon vous apprendra des choses. Oui. Il y a des contre-exemples. L'actuel violon solo de l'Opéra de Paris, qui est quand même un poste extrêmement dur à obtenir, un super soliste, il faut passer un concours extraordinaire. Il jouait sur un Strat que je crois que lui prêtait la Finlande, qu'il n'a pas pu emporter. Et il a passé le concours sur un violon chinois, industriel. Et ça marche. Quand on joue très bien, on joue très bien. On va pas se mentir. C'est-à-dire que si moi vous mettez un Stradivarius entre les mains, je ne viens pas... Je peux vous mettre un autre violon, je ne vais peut-être pas vous confier cela. Est-ce que vous me montrez? Vous m'apprenez à jouer ou pas? Allez, avec plaisir. Ok, alors donnez-moi le plus mauvais. Voyez, là, le chinois industriel acheté sur Wish. Vous me donnez celui-là? J'en ai pas. Ah mince, ok. J'en ai pas malheureusement. Mais... Ok, alors le violon... J'ai jamais touché ça. Jamais. Jamais. D'accord. Et
Et genre, je n'ai rien en commun avec les instruments de musique. D'accord. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le violon, on le met toujours à gauche, même qu'on soit gaucher ou droitier. D'accord. D'accord. On va le mettre sur la clavicule, là. Ok. D'accord. Moi, ça marche parce que je suis droitier, donc c'est plus simple. De toute façon, la main gauche est compliquée aussi, hein, donc ça ne change pas. Pour l'instant, on va le mettre en fait, sur la clavicule comme ça. Un coussin, ce jeune homme. Est-ce qu'on met un coussin? Moi, oui, mettez-moi dans les meilleures dispositions. Allez, vous voulez mettre un coussin? Moi, je joue sans coussin. Ça, c'est un grand débat. Alors. Donc, on va le mettre là, comme ça. Okay, voilà. Il faut avoir le menton un peu haut alors. Non, allez-y. Voilà. Et après, il faut mettre. Voilà, exactement. Okay. Alors, ma main, je la mets où ici? Alors, pour l'instant, je pense qu'on peut la... Alors, pas sur les cordes, sinon ça va faire... Voilà, on va le tenir comme ça. On va déjà essayer de faire un son sans les doigts. On va faire des cordes, ce qu'on appelle des cordes à vide. D'accord. Alors, l'archet, c'est un peu compliqué. Ne le laissez pas tomber. Non, mais vous me mettez une pression, là. D'accord. Alors là, c'est du crin. Oui. Ouais. C'est des crins des talons blancs, pas les juments. Ah bon? Mais oui, parce que les juments, elles font pipi dessus. Et pas les étalons. Ah. Donc ça abîme le crin. D'accord. Ah oui, on est dans l'ultra précision. Alors oui. Alors, petit cours. Là, le petit trou, il faut mettre le pouce. Et en fait, on va former ici, là. On va former une boucle comme ça, là. Ouais. Avec celui-là. Voilà. D'accord. Ça va être majeur. Voilà, c'est ça. Okay. Et ensuite, l'index, il va se poser comme ça. D'accord. Un peu sur le. Oui, d'accord. Celui-là, à peu près, hein, on dit souvent quand on débute qu'il faut le peser là, et le petit doigt par-dessus. Ça paraît simple comme ça, mais c'est pas du tout simple. Non, déjà il y a une coordination. Alors attendez, donc le crochet. Alors, le crochet avec celui-là. Hein. Voilà. Ah oui, celui-là. Voilà. On pose celui-là par-dessus, celui-là là, ici, et celui-là là. Voilà, c'est pas mal. Ah d'accord. C'est pas mal. Et ça, c'est très important, parce que si je le prenais un peu à l'arrache, ça... Ah oui, là j'ai une précision. Normalement, c'est la... Il y a une pression supplémentaire si vous regardez sa tête. Ah oui, donc en fait, c'est lui qui va juger. Elle. Donc si elle fuit, c'est que c'est terrible. On va essayer de toucher une corde. Alors, hop, on va se mettre sur la corde là. Voilà. Alors, faut pas trop appuyer, il faut juste mettre la bonne... Déjà, essayer de mettre le bon poids pour que ce soit pas trop grinçant ou pas trop... Ah oui, évanescent, d'accord. Voilà. On peut mettre un peu plus de poids. On fait pas ça, c'est l'avant-bras qui va s'ouvrir et... Ah d'accord, donc le coude, en fait... Le coude, il va rester, le coude, il va bouger. En fait, faisant l'épaule, il va bouger en haut et en bas pour changer de corde, de sol, ré, la mi, mi, la, ré, sol. Oui, okay. Voilà. Mais par contre, pour ouvrir l'archet, on va plus utiliser l'avant-bras. D'accord, donc comme... Mais en fait, ouvrez l'avant-bras. Ah oui, par contre, il faut qu'il reste droit. Faut qu'il reste droit. Poignet, on relâche l'épaule parce que sinon, là, il va avoir besoin d'aller chez l'ostéo dans pas longtemps. Donc là... Voilà, on ferme. Oh, c'est beau ça. Et on ouvre. Et pour changer là, je suis passé à la corde. Ah oui, la dernière, elle est basse. Voilà, sol, ré, la, mi, la, ré, sol. Voilà. Alors attendez, j'essaye tout seul. Faut que l'archet il reste au doigt, voilà. C'est superbe. Pas mal. C'était bien celle-là. C'est pas mal. Ah ouais, un beau son là. On n'a pas besoin d'en faire des caisses en plus. C'est surtout le violon. Ouais. Le chat n'est plus là. Non. Si, il est là. Elle est là. Elle a reculé de quelque part. Oui, mais elle est toujours là. Est-ce que vous pourriez jouer à deux? Oui, on peut jouer à deux, bien sûr. Parce que c'est difficile, par exemple là, vous ne vous connaissez pas. Qu'est-ce qu'on joue? Comment on fait? On peut jouer un duo de Leclerc ou le double de Bach ou quelque chose comme ça. Ouais. Alors, je vais vous donner l'archet moderne de Sartori et je vais prendre l'archet baroque, c'est mieux. Alors vous jouez avec le petit coussin? Oui, je joue sans d'ailleurs. On se comprend tous les deux. Exactement. Alors, ça va être du déchiffrage. Hein. Oui, déchiffrage pour moi aussi. Oh là là, la pression. Ah, il y a un petit stress, hein. Mais je sens le petit stress. C'est pas vraiment... le stress est partagé. C'est quoi le tempo? Bon. D'accord. Bon, on a une dernière étape, nous. On a une dernière étape. Allez, alors, super, on y va. Je vous ouvre la porte. Eh bien, bonne soirée. Merci beaucoup. Vous m'avez impressionné parce que vous n'étiez pas prévenu. Non, j'étais absolument Et vous étiez un peu stressé. Oui.
On est en live, mais c'est un violon que je ne connais pas. Et j'ai vu que vous preniez quand même du plaisir, ça vous a fait marrer. J'adore déchiffrer. Et comme ça, on le fait pas assez souvent, vraiment. Ah ouais? Avec d'autres musiciens, c'est tellement marrant en fait, de déchiffrer. En plus, attention, on y va vite. Est-ce qu'il peut y avoir parfois un rejet du violon? Dire, là c'est bon, j'en peux plus, c'est bon. Oui, si, non mais complètement. Ouais. Complètement. Enfin, des fois j'en peux plus. Mais j'en peux plus pendant 1 heure ou j'en peux plus pendant 1 semaine? Non, je lâche jamais le violon 1 semaine. Ouais. Mais parce que je me sens coupable. Hein. Ah oui. Ah, il y a une culpabilité. Quand je le délaisse, j'ai une culpabilité, mais monumentale. Mais envers vous-même ou envers lui? Les deux. Ouais, c'est ça le problème. Vous m'avez dit, vous avez pris du plaisir juste là. Et effectivement, là, pendant 1 minute, j'ai oublié tous mes soucis. Vous voyez que c'était pas parfait, mais vous vous en foutiez. Oui, on s'en foutait, exactement. Et j'ai juste pris du plaisir à rester là, jouer. Et c'était... Et c'est ce moment-là, même des fois pendant les concerts, il y a des moments où on est concentré, puis il y a des moments où on sent la musique qui nous transperce, où on sent... c'est la fin du concert et on voit les gens qui se lèvent et je pense que oui, il y a un côté addictif. En vrai, oui, il y a un côté addictif. Bonsoir. Bonsoir. Dernier lieu. Allez, on laisse ce violon. Ouais, non, là vous pouvez laisser le violon. Surprise, on va tourner la caméra. Et on l'a dit combien de fois le mot On l'a dit quelques fois. En même temps, voilà, faut faire la promo. Alors vous venez quand? Alors je viens le 23 novembre. D'accord. Et là il y aura mon nom. Ouais. En rouge. En rouge, en lettres rouges. Il y a une pression? Ouais, il y a une pression, ouais. Il y a une vraie pression. Mais c'est marrant parce qu'ici c'est pas forcément un lieu de musique classique. Non, pas vraiment. Non, pas du tout. Ouais. Il y a alors très c'est ça, c'est-à-dire que vous faites des liens. Par exemple dans Woman il y a Miley Cyrus. Oui, effectivement, mais j'aime bien mettre des petits morceaux de pop au milieu, faire des petits liens. Mais oui, ça va. En fait, c'est pas du tout effectivement une salle comme la Philharmonie ou la salle Playel qui reçoit beaucoup plus de musiciens classiques. Généralement, c'est de la pop ici ou autre. Est-ce qu'on vous appelle pour travailler, des DJ, des chanteurs pop, pour travailler et pour venir sur les albums? Ah oui, complètement. Ouais. Et j'adore faire des featuring avec d'autres. Qui par exemple? Par exemple, Icar récemment dans la pop, avec qui j'ai enregistré quelque chose. Par exemple, Taïk, avec qui je vais jouer au Théâtre des Champs-Élysées. Donc oui, plein de featuring quand même assez sympas. Il y aura des guests d'ailleurs à l'Olympia, il faut le dire. Voilà, il y aura des guests, je ne peux pas les annoncer, mais il y aura des guests. Des surprises que je vais essayer de faire, c'est vraiment faire un concert assez inédit parce que bon, c'est pas tous les jours qu'on joue à l'Olympia, c'est mon premier Olympia quand même, voilà, il faut le dire. C'est le tout premier, il y a quand même une pression et c'est un vrai challenge aussi parce que là, c'est vraiment moi qui va ramener mon public, quoi. Qu'est-ce qui vous manque, je vais finir là-dessus, pour devenir la meilleure violoniste du monde? Ah mais on peut pas dire la meilleure violoniste, chacun va penser différemment. Oui, mais vous voyez, vous avez forcément un modèle, quelqu'un vous dites waouh, aujourd'hui c'est lui le meilleur ou c'est elle la meilleure. Et vous dites qu'est-ce qui vous manque pour atteindre ça? C'est drôle, hein, j'ai pas vraiment un modèle en particulier. J'ai des modèles sur plein de choses, mais j'ai pas une personne qui représente tout ce que j'ai envie d'être. Ouais. Mais alors, c'est quoi les prochaines étapes pour être encore meilleure, encore plus... Prochaine étape pour être encore meilleure. Honnêtement, j'en ai parlé de la composition, mais ce que j'aimerais vraiment, c'est pouvoir monter sur scène et jouer un concert entier avec mes propres compositions et arriver à toucher les gens avec ça. Ça, ce serait, je pense, mon... Bon, là, ce sera au Stade de France. J'ai joué au Parc des Princes. Oui, c'est vrai. Pour le PSG. Pour le PSG, la victoire de la Ligue des Champions. Merci beaucoup, Esther. Merci, c'était super. Donc, on vient vous voir quand? Le 23 novembre à l'Olympia. D'accord. Bon, et donc, vous verrez là les lettres. C'est pas vous qui viendrez les accrocher? Je crois pas. Non.